Le premier annuaire des compétences féminines de Côte d'Ivoire, FMFRE, il a été remis hier à la première dame, Dominique Ouattara. Ouverture aujourd'hui des colloques scientifiques sur le paludisme, le bilan des actions menées et la vulgarisation des résultats des recherches au menu de cette rencontre. Un attentat contre une ou deux églises déjouées en France. Un étudiant en informatique a été arrêté dimanche à Paris. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Tout d'abord, en images, l'annuaire des compétences féminines de Côte d'Ivoire remis à la première dame Dominique Ouattara. 1003 femmes y sont répertoriées par secteur d'activité et par ordre alphabétique des cadres supérieurs dont l'expertise sera proposée aux administrations publiques et privées. Elles seront peut-être inscrites dans le prochain annuaire, les jeunes filles qui s'intéresseront davantage au TIC dans le cadre des festivités marquant le 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications. Un forum s'est tenu aujourd'hui. Il était question de s'interroger sur la problématique suivante, les jeunes filles dans le secteur des TIC. Quels enjeux? Le reportage est signé Jean-Louis Gbangbo. En dépit du potentiel énorme qu'elles offrent, les technologies de l'information et de la communication, TIC, souffrent toujours de la faible représentation de femmes. Peu de jeunes filles s'orientent vers les cursus universitaires menant au métier de l'information et de la communication. Les femmes s'orientent sur d'autres métiers, alors que ce qui booste la vie aujourd'hui, c'est les TIC. Les TIC sont en effet une occasion pour les femmes de s'exprimer, de concilier famille et travail et de prendre une place plus importante dans la société en général. Les différents panels animés ont permis aux initiateurs du forum de présenter les défis et opportunités pour les femmes et jeunes filles dans le secteur des TIC. Ce secteur est pourvoyeur d'emplois, ce secteur est à forte croissance, ce secteur a un fort taux de participation au niveau du PIB des différentes nations et il est important justement d'attirer le regard de nos gouvernants, le regard des parents d'élèves, des élèves elles-mêmes et toutes les parties prenantes sur le fait que les TIC sont un formidable vivier d'emploi. De la même manière que nous disons que nous ne pouvons atteindre l'émergence sans utiliser les TIC, nous sommes obligés de développer l'accès aux femmes à l'employabilité, à leur autonomisation, pour en fin de compte avoir un levier puissant pour atteindre l'émergence que nous désirons tant. Rappelons que ce forum précède la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC qui se tient ce jeudi 23 avril, une initiative internationale soutenue par les États membres de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Santé à présent avec l'ouverture aujourd'hui d'un colloque scientifique sur le paludisme, le bilan des activités menées et la vulgarisation des résultats des recherches au menu de cette rencontre entre professionnels de la santé. Herman Yamien. En Côte d'Ivoire, le paludisme demeure un problème de santé publique. Il constitue la première cause de morbidité avec 43% des motifs de consultation dans l'information sanitaire selon une étude réalisée en 2010. Cette tendance aujourd'hui est en nette régression grâce aux actions des autorités. On a eu de plus de 2 millions de cas de l'année 2012. Aujourd'hui, on a moins de 1 800 000 cas à la fin de l'année 2014. Il y a une vraie progression. Et aujourd'hui aussi, dans toute la Côte d'Ivoire, il y a une possibilité de savoir si on a le paludisme ou pas. Le directeur du programme national de lutte contre le paludisme invite les populations à dormir sous des moustiquaires imprégnés et à garder leur cadre de vie sain. Et lorsque nous avons une fièvre, de se rendre dans l'hôpital le plus proche, de confirmer le cas de paludisme et de traiter. Les professionnels du secteur de la santé soulignent que malgré les nombreux organismes et institutions nationaux et internationaux de recherche sur le paludisme qui existent dans le pays, les résultats des différentes recherches sont méconnus du grand public. Cette troisième édition du colloque scientifique sur le paludisme, qui se tient à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody, vise à informer les populations et la communauté scientifique sur les avancées de la lutte contre le paludisme. Vu le poids du paludisme sur le système de santé, le poids du paludisme sur l'économie de notre pays, il faut que de façon régulière, toute la communauté scientifique s'interroge pour voir quelle contribution pertinente apporter à la résolution de ce problème. Malgré les avancées notables constatées au niveau mondial, l'Afrique au sud du Sahara reste la partie la plus touchée par cette maladie. En 2012, sur 207 millions de cas enregistrés au niveau mondial, 166 millions, soit 80%, ont été notifiés en Afrique. De plus, l'Afrique concentre 90% des 627 000 décès mondiaux dus au paludisme, dont 77% de décès concernent les enfants de moins de 5 ans.
En images, de nouveaux bacheliers du secteur du pétrole viennent d'obtenir du ministère de tutelle des bourses d'excellence. Ces futurs étudiants, au nombre de 38, vont ainsi bénéficier d'une formation à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le ministre du pétrole et de l'énergie, Amadou Tounkara, a échangé hier avec ces jeunes gens. Toujours en images, la gestion des prisons, un défi à relever pour la Côte d'Ivoire. Le sujet était au cœur d'un séminaire initié par la délégation du Comité international de la Croix-Rouge. La formation des régisseurs, notamment dans le domaine de la gestion du budget et l'amélioration des conditions de détention, était au centre de ce séminaire. En bref, des nouvelles de l'étranger. Pour commencer, au Mali, la rébellion à dominante Touareg vient de le confirmer. Elle n'a pas encore approuvé l'accord d'Alger. Pour rappel, au terme de discussions entamées le 15 avril dernier, la CMA avait refusé de parapher cet accord. La médiation internationale, elle, appelle toutes les parties à signer ce document le 15 mai prochain à Bamako, la capitale malienne. Après la flambée de violences xénophobes, l'Afrique du Sud s'attelle à rassurer ses voisins. 11 suspects ont été arrêtés aujourd'hui à Johannesburg. L'armée est intervenue pour la première fois pour lutter contre les récentes violences xénophobes qui ont fait 7 morts. 11 suspects ont été arrêtés lors de cette opération dans un quartier chaud de Johannesburg. Le pouvoir, accusé de rester passif, a finalement réagi alors que le calme est quasiment revenu depuis quelques jours. En 2008, des émeutes anti-étrangers avaient déjà fait 62 morts. Et à la veille d'un sommet européen sur la crise migratoire dans la Méditerranée, Amnesty International appelle à une plus grande coopération internationale. 800 personnes sont présumées mortes dans le naufrage de ce chalutier. Les appels à une action internationale se multiplient après une série de drames en Méditerranée. L'ONU a maintenant interrogé la plupart des survivants de ce naufrage tragique dans la Méditerranée. Selon eux, le bateau est parti de Tripoli en Libye samedi matin. Il y avait environ 850 personnes à bord, dont 350 Érythréens, ainsi que des ressortissants de Syrie, Somalie, Sierra Leone, Mali, Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire et Éthiopie. Nous estimons que le nombre de morts s'élève à plus de 800, ce qui en fait l'incident le plus meurtrier dans la Méditerranée que nous ayons jamais répertorié. Comme vous le savez, en 2014, la Méditerranée est devenue la frontière à traverser la plus meurtrière au monde pour les réfugiés et les migrants. En moyenne, 1 personne sur 50 qui a tenté cette traversée a péri. Pour cette année, c'est 1 sur 18. Alors les choses vont vraiment dans la mauvaise direction. L'Europe devrait aider les gardes-côtes libyens. Nous avons des hommes et des compétences professionnelles. En fait, depuis le début, l'Union européenne refuse de venir au secours des personnes qui sont naufragées, en espérant que justement le fait qu'il y ait des noyés, si on peut dire très crûment, le fait qu'il y ait des noyés va décourager les candidats justement à la traversée. Or, ce que l'on constate, c'est que finalement, depuis l'arrêt de Mare Nostrum, le flux migratoire continue, voire augmente par période, que par contre, le nombre de morts, lui aussi, augmente de façon considérable. Personne ne demande à l'Europe d'accueillir tous les migrants. La question n'est pas là. Mais quand vous voyez que l'année dernière, il y a un peu plus de 200 000 personnes qui ont été accueillies, quand vous ramenez ça à la population européenne, c'est 0,1%. Est-ce que l'Union européenne ne peut pas accueillir 0,1% de réfugiés? L'exemple le plus flagrant, c'est la crise syrienne. 4 millions de réfugiés en dehors de la Syrie et l'Union européenne n'a accueilli de cette façon-là, c'est-à-dire en étant proactive et en allant chercher les réfugiés, que 40 000 personnes. C'est totalement déplorable, insuffisant et ça explique en partie le fait que les personnes sont poussées à prendre des voies irrégulières et dangereuses aujourd'hui. Le naufrage d'un chalutier au large de la Libye a fait 800 morts ce week-end et la marine militaire italienne a annoncé avoir sauvé 450 migrants à bord d'un autre chalutier mardi. Un sommet européen extraordinaire doit avoir lieu ce jeudi. On s'intéresse à présent à cet attentat déjoué en France. Un étudiant en informatique a été arrêté dimanche à Paris. L'homme de nationalité franco-algérienne projetait un attentat contre 1 ou 2 églises. Un homme accusé d'avoir un projet imminent d'attentat arrêté à Paris. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'homme connu des services de renseignement voulait s'attaquer à des églises. Il est aussi soupçonné dans le meurtre d'Aurélie Châtelain, une jeune femme retrouvée morte dans une voiture dimanche à Villejuif. Dans la matinée, une femme a été arrêtée à Saint-Dizier en lien avec cette affaire. Dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule
et au domicile d'un individu blessé par balle, un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balles et de matériel informatique et de téléphonie. Une documentation fournie a également été découverte, établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat, vraisemblablement contre une ou deux églises. Dimanche matin, cet attentat a été évité. L'individu avait été signalé au service de police comme ayant des velléités de départ en Syrie. Des vérifications sur l'environnement de cet étudiant en informatique de 24 ans avaient été effectuées à 2 reprises, en 2014 et 2015, sans révéler d'éléments susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire. Une fiche de sûreté le concernant avait néanmoins été diffusée. Le suspect a immédiatement été placé en garde à vue par la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris, saisie conjointement avec la direction générale de la sécurité intérieure. Depuis dimanche, les investigations ont permis d'établir sa présence à Villejuif, Val-de-Marne, puis son implication dans le meurtre d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, retrouvée dimanche matin dans sa voiture, stationnée sur la voie publique. Sur cet attentat qui a été évité, et vraisemblablement contre une église. Comme vous le savez, un individu a été interpellé. Cet individu qui a été arrêté, vous le savez également, a été impliqué dans le meurtre d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, mère d'une petite fille de 5 ans. L'enquête permettra de comprendre dans quelles circonstances. Cette mobilisation, elle est permanente. C'est celle aussi qui permet régulièrement l'arrestation, l'interpellation d'individus qui veulent se rendre en Syrie ou en Irak. C'est cette mobilisation et cette réactivité aussi qui a permis de découvrir l'identité de cet individu. Notre pays, comme d'autres, encore ces dernières semaines, fait face à une menace terroriste sans équivalent dans le passé par sa nature et son ampleur. Il s'agit de regarder cette menace avec lucidité et de nous mobiliser avec une très grande détermination. On termine sur cette incertitude. L'arrêt des frappes de la coalition menée au Yémen par l'Arabie Saoudite n'est pas palpable. L'aviation de la coalition a lancé aujourd'hui de nouveaux raids contre les rebelles. Pourtant, l'Arabie Saoudite a proclamé hier soir la fin de la campagne aérienne. Fin des raids aériens au Yémen. L'Arabie Saoudite met un terme à l'opération Tempête décisive lancée en mars contre les rebelles chiites Houthis. La coalition veut la reprise du processus politique alors que le président yéménite Hadi est toujours en exil à Riyad. Selon un bilan de l'OMS, le conflit a fait près de 1000 morts en un mois. Et c'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.